Là, on est vraiment dans un cocon de pierre. Et on voit encore tous ces reliefs là, qui sont au niveau du ciel, qui sont des corails en fait, qui sont fossilisés, qui ont plus de 90 millions d'années. Le Lochois nous demandait où c'était, on leur disait « À vol d'oiseau, vous êtes arrivés ». Ah bon, à vol d'oiseau ? Mais j'ai dit « Vous passez le petit chemin, vous êtes arrivés ». Christopher est le moteur, mais il sait fédérer les gens autour de lui et les inspirer, et donc ça crée une spirale vers le haut. Voix du Sud Touraine, avec Christopher Lacassagne. Créateur du théâtre du Rossignolet à Loches, il nous convie dans son univers à la découverte de l'histoire d'un lieu insolite, de sa poésie et de son envie de le partager avec le plus grand nombre. On est dans un endroit minéral, sous la terre, sous les arbres. On est dans un troglo, et un troglo particulier puisqu'on y accueille des spectacles. On est au théâtre du Rossignolet, à Loches. On est sur les hauteurs de la rue Saint-Jacques. Le théâtre existe depuis 10 ans maintenant. On a ouvert en 2013. Et j'ai trouvé ce lieu en 2011. Donc ça fait 14 ans, 15 ans maintenant que j'ai découvert ce lieu et que je suis tombé amoureux de ce lieu. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous l'avez découvert et ce que vous vous êtes dit en arrivant, parce qu'il faut quand même préciser pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas que c'est donc rue du Rossignolet, qui est une rue toute petite et très étroite. Et que c'est insoupçonnable en fait de découvrir cet endroit au bout de cette petite rue. Oui, effectivement, c'est un peu par hasard. Moi, j'habitais à Bléré à l'époque et j'ai vu en repartant de Loches qu'il y avait un petit bout de roche qui dépassait. Et je me suis arrêté par curiosité et je me suis engagé dans cette rue, mais complètement à l'opposé, la rue du Rossignolet. Et j'ai continué. Il y avait un premier accès qui redescendait, mais j'ai encore poursuivi le chemin. Et là, je suis tombé sur le lieu. Et il s'avère que ce lieu, à ce moment-là, était à vendre. Voilà. Donc, c'était une vraie rencontre avec le lieu, une vraie rencontre avec mon avenir aussi, finalement. Et voilà. Ça s'est fait naturellement, en fait. Vraiment. C'est pour ça que je dis souvent que c'est une rencontre entre le lieu et moi, parce que j'étais pas destiné à acheter un lieu. Enfin, je recherchais pas pour moi, en tout cas. À l'époque où vous avez rencontré ce lieu, que faisiez-vous et quels étaient vos projets de l'époque ? Alors moi, j'étais encore étudiant, j'étais en master de musicologie à Tours. J'avais une voie tracée, en fait, universitaire. On me proposait une bourse de doctorat. Et j'ai refusé cette bourse, en fait, pour avoir ce projet de troglo et de restauration. J'avais envie, en fait, de m'installer ici et de revenir à quelque chose de très concret, finalement, de faire avec mes mains, de prendre du recul et de voir. Là où, effectivement, à l'université, j'étais dans un parcours de recherche, tout était cérébral. De formation, je suis compositeur aussi, donc ça passe beaucoup par la tête. Et j'avais besoin, en fait, de toucher quelque chose et de faire avec mes mains, de bâtir, en fait, de construire, pour se construire aussi soi, hein, évidemment. Ouvrir un lieu, c'est pas anodin. C'était une volonté aussi de partager en fait des émotions, de partager, de créer du lien en fait finalement avec les gens. Ça me paraissait important et de faire découvrir ce lieu aussi qui est complètement atypique en fait, qui est particulier, et qui a une charge historique, mais une charge émotionnelle aussi, parce que quand on refait le fil finalement de l'histoire de ce lieu, c'est assez incroyable, parce que dans les années 30, 40, il y avait une famille qui habitait ici et le grand-père avait une troupe de théâtre itinérant
et inviter déjà les gens du quartier à venir se produire ici ou à assister à des spectacles dans le Troglo d'à côté. Là. Donc c'est assez fou de se dire que finalement il y a comme une mémoire, je parlais de mémoire tout à l'heure, mémoire de l'homme qui s'inscrit dans la roche, mais la mémoire aussi artistique peut-être qui s'inscrit dans ce lieu. Ouais. On n'a pas précisé, vous m'aviez dit qu'à l'époque, quand vous avez découvert ce lieu, vous étiez à Bléré, vous avez grandi à quel endroit? En Touraine? Alors moi, j'ai pas grandi en Touraine, non, je suis originaire du sud de la France. Je suis né à Martigues, j'ai grandi à Istres, j'ai fait une partie de mes études à Aix-en-Provence. Et je voulais me rapprocher de Paris, mais pas habiter Paris. Donc Bléré, c'était le bon compromis, en fait, être à la fac à Tours, et puis et me rapprocher, en fait, de tout un réseau, en fait, que j'avais réussi à constituer dans le sud de la France et qui allait sur Paris. Et j'ai découvert la région, ses arbres magnifiques, son patrimoine, ses arbres, en fait, surtout ses arbres, je crois, ses forêts, qui sont assez magnifiques et grandioses et qu'on n'a pas dans le sud. Dans le sud, les arbres sont petits, les chênes sont tout petits, les cigales, ça fait du bruit, il fait chaud. Voilà. Donc ici, c'était le refuge parfait aussi pour ça, pour la nature. Ouais. Quelles ont été les étapes de la construction? Comment les choses ont pris, alors j'imagine progressivement, forme? Et quels ont été les projets, on va dire, un peu structurants? Alors la première étape, ça a été de réaliser des expertises géologiques, parce que moi, les troglos, j'y connaissais absolument rien. Et c'est pas anodin de se lancer dans une aventure de restauration d'un lieu aussi particulier. Donc la première étape, ça a été de me rapprocher en fait du syndicat Cavité 37 et d'établir des expertises géologiques et de travailler après avec des entreprises de confortement. Donc ça a été 9 mois en fait d'études préalables avant d'acheter pour savoir si le projet en fait, ne serait-ce que d'habitation au départ, pouvait être réalisable. Ouais. Et il s'avère que c'était réalisable, que c'était possible en fait de vivre sous roche, malgré les contraintes que ça implique, parce qu'en fait on n'a pas de toiture, mais il y a toute une végétation au-dessus, donc il faut pouvoir la contrôler aussi, il faut veiller à ce que les racines ne pénètrent pas dans la roche, qu'il n'y ait pas d'infiltration. Et donc après, une fois que j'ai acheté, ça a été 2 ans de restauration du lieu. Le lieu n'était pas comme ça du tout, et si j'ai pu acheter, c'est que le prix était tout petit aussi, parce que j'étais étudiant à l'époque. Et le lieu, c'était une ruine en fait, ça avait été laissé à l'abandon pendant une dizaine d'années, il me semble. Il y avait du béton partout, des faux plafonds qui s'étaient effondrés, il n'y avait plus de portes, plus de fenêtres. Donc la première étape, ça a été de mettre à nu la roche et de retrouver les volumes en fait, initiaux. Donc après 200 mètres cubes de gravats à évacuer, on a pu commencer les travaux. Voilà. Alors ensuite, une fois que toute cette partie-là a été terminée, vous aviez, entre guillemets, abandonné votre parcours vers le doctorat? Moi, en fait, je voulais plus faire de recherche. Le travail de recherche ne m'intéressait pas. Et j'avais envie de revenir à quelque chose d'essentiel, en fait, de toucher de la matière, de voir, de construire. Et puis de continuer en parallèle en fait mon activité de compositeur que j'avais commencé déjà depuis quelques années. Donc j'ai continué en fait comme ça pendant des années à avoir des commandes d'ensemble de musiciens et à restaurer ce lieu pendant 2 ans et de l'ouvrir au public. Alors ce lieu en fait au début ça devait être juste mon habitation. Le théâtre ça devait être mon salon, la scène ça devait être ma chambre et finalement plus j'avançais dans la restauration et plus la volonté de partager ce lieu à travers finalement ce qui m'anime depuis toujours, c'est-à-dire l'art, la culture, semblait comme une évidence. Voilà. Et c'est vers ça que je me suis orienté, alors sans savoir que ça allait être aussi complexe d'ouvrir un lieu au public en fait, avec les normes que ça implique, d'accessibilité, de sécurité. Mais heureusement que je ne savais pas en fait, finalement, avec le recul. Heureusement que je ne savais pas que ça allait être un sacerdoce. Et voilà, et quand on voit le parcours aujourd'hui, c'est génial en fait, parce que ce qui devait être mon salon et ma chambre est devenu un espace où on a accueilli plus de 10 000 personnes dans ce lieu, 20 000 en tout en fait, puisqu'on a proposé des spectacles aussi en dehors. Le Rossignolet aujourd'hui, il rayonne un peu comme c'est un lieu totem, et toute la programmation rayonne autour
autour dans la cité en fait, de Loches. La complexité, en fait, elle vient aussi du lieu. C'est que c'est un lieu qui répond, qui rentre pas dans les cases, en fait. Mais finalement, c'est un peu comme moi, je rentre pas dans les cases. Je suis maçon un jour, compositeur un autre jour, directeur de compagnie, programmateur, chargé de communication, de production. On ne sait pas vraiment qui je suis. J'ai toutes ces casquettes et en même temps, c'est ce qui me définit. Voilà. Et ce lieu, ça a été pareil, en fait, pendant les années où il y a eu des démarches administratives. Eh ben, il rentrait pas dans les cases. Quand on me demandait des plans de masse, par exemple, comment faire un plan de masse avec des parois qui sont pas droites, des murs qui sont pas droits. Enfin voilà, c'est tout ça a été un parcours, un chemin, voilà. Qu'est-ce qu'on joue? On est d'accord, on joue à Born to be Happy. Et Ronel. Blue Bossa alors? Oui. Whisky. Whisky, vous voulez jouer Whisky? Oh, bah allez, ouais. J'aime beaucoup cet univers de ce théâtre où tout se fait, tout peut se faire et où il y a une culture vraiment locale pour tout le monde. On accueille Tri, un trio de jazz. Vous aurez remarqué mon accent anglais merveilleux. En tant que musicien de jazz, on aime beaucoup jouer en acoustique sans amplification. Et en fait, c'est pas souvent que ça peut arriver. Parce que souvent, quand on joue sur des grosses scènes, dans des endroits assez grands, en fait, on a besoin d'avoir de la sonorisation, des micros sur scène, pour que tout le monde puisse en profiter correctement. Et nous, on a aussi des retours sur scène, ce qui fait que y a beaucoup de volume sonore. Là, en fait, on a vraiment le son direct des instruments. Et donc, ça change complètement le rapport, nous, à la musique. En fait, on peut vraiment plus s'amuser à faire des nuances et à faire sonner nos instruments en fonction de la taille de la pièce, essayer de remplir la pièce juste avec le son acoustique de nos instruments. Et c'est assez différent des concerts amplifiés, quoi. Et c'est vraiment chouette. Nous avions vu donc du fado, mais il y a quelques années de ça. Là, il y avait le spectacle de jazz. C'est très très varié, très différent. Il y a des petits spectacles de rue autrement. Quand on avait été voir le fameux pianiste, j'avais adoré la salle des fêtes de Loches. C'est toujours une surprise, un spectacle. Des fois, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et forcément, c'est un moment de plaisir. Donc ça apporte de la joie et de l'ouverture d'esprit et beaucoup de bonheur. La première saison, elle a été assez chargée et émouvante aussi parce que j'ai réussi à mobiliser tout le réseau que j'avais pu constituer avec des amis, des copains en fait artistes, donc soit musiciens, comédiens, plasticiens aussi parce qu'il y avait des expos. C'était pas des Lochois, hein, la plupart venaient d'ailleurs en fait. Donc on avait convenu ensemble qu'ils viendraient en parrainant finalement l'association. Quand on démarre de zéro, c'est très difficile en fait de convaincre à la fois les élus mais le public aussi en fait. Hein, ça a pris quelques mois. Donc c'est les copains en fait qui ont lancé le Rossignolet. Voilà. Sans eux, je ne sais pas comment on aurait pu faire autrement. Ouais. C'est eux qui ont permis en fait à ce qu'il y ait une activité culturelle dans ce lieu la première année, ouais, effectivement. Donc ils venaient, ils jouaient parfois à la recette. Donc c'était des conditions qui n'étaient pas simples, mais en fait on n'avait aucun financement à l'époque. Donc il fallait qu'on fasse nos preuves, voilà, et qu'on développe un public. Ça c'était important aussi, ce qu'on a réussi à faire finalement en quelques mois. Le public a répondu présent et les artistes qu'on avait engagés cette première saison sont revenus les années d'après. Justement, il y a un lien qui s'est tissé. Est-ce que vous vous souvenez de ces premiers spectacles et puis qui était le public et quelle a été à l'époque la réception? Je me souviens du premier spectacle, c'était un spectacle de l'ensemble Alhambra, porté par 3 sœurs corses, voilà, c'est atypique aussi, dont 2 que j'avais rencontrées à Aix-en-Provence, qui m'ont suivi dans l'aventure de l'ouverture en fait de ce lieu. Et l'ouverture a été rendue possible aussi grâce à un projet de financement participatif, ce qui avait permis de constituer un premier noyau en fait de spectateurs.
Et la ville a participé aussi, la ville de Loches a participé dans le cadre de ce projet de financement participatif, notamment dans l'achat en fait, de matériel aux normes, parce qu'il fallait aussi l'équiper, ce lieu. Et voilà, en fait, c'est des Lochois qui ont répondu, mais à une échelle pas que de Loches, en fait. Ce premier noyau, on a constaté en fait que ça rayonnait bien au-delà en fait de Loches, donc sur un périmètre communauté de communes. Aujourd'hui, ça va encore bien au-delà, sur un axe Loches-Châteauroux à peu près. Pas Loches, Tours-Châteauroux, pardon. Donc on réussit encore à chaque spectacle à avoir des nouvelles personnes qui découvrent le lieu. Donc c'est vraiment super parce que ça veut dire que le bouche à oreille fonctionne, ça veut dire que tous les supports de communication qu'on met en œuvre, ça fonctionne aussi et qu'on arrive à chaque spectacle à avoir des nouvelles têtes. Donc ça c'est super. Vous me parliez de cette confiance qu'il a fallu gagner. Est-ce que vous l'avez gagnée ? Je pense qu'aujourd'hui le Rossignolet est connu en fait pour plein de raisons. Déjà pour le lieu, qui est un lieu atypique, qui est un lieu troglo. C'est pas anodin en fait de programmer et de rassembler en fait des artistes, de rassembler des publics et de tisser du lien dans ce lieu. Ça oui, je pense que c'est gagné à ce niveau-là. C'est gagné aussi au niveau de la qualité en fait de la programmation. Je crois qu'il y a une confiance aujourd'hui à la fois du public et des institutions, une reconnaissance en tout cas. Voilà, le Rossignolet est un lieu aujourd'hui culturel identifié comme étant professionnel. Voilà. Et donc ça a été un parcours aussi, un travail au quotidien. Ouais. Et une reconnaissance institutionnelle. Et ça c'est important. Ce qui nous permet aujourd'hui d'obtenir des financements et de pouvoir rémunérer en fait les artistes. Voilà. C'est pas parce qu'on a une jauge de 49 places que les artistes sont payés au lance-pierre. Non. On fait ça de manière professionnelle. Et puis on paye les droits d'auteur, la SACD, la SACEM, ça coûte cher, mais on le fait parce que ça permet de s'inscrire aussi dans un cadre qui permet aux artistes de gagner leur croûte en fait. Et ça c'est important en fait. Quelles sont les différentes activités qui peuvent se dérouler dans cette pièce qui devait être votre chambre et votre salon ? Alors, au Rossignolet, il y a plusieurs activités. Effectivement, il y a la saison culturelle, donc la saison tout public, donc, qui s'échelonne de septembre à juin, donc avec plusieurs rendez-vous dans l'année. Généralement, c'est à peu près 2 spectacles par mois. On a une saison tout public aussi, qu'on programme soit au Rossignolet, soit en dehors, donc dans la salle Agnès Sorel ou dans les écoles. Pour nous, c'est très important de développer cette branche. C'est très difficile aussi, parce que les ressources à mobiliser sont assez complexes. Mais c'est le public de demain, donc en fait, on a ce rôle aussi à jouer en tant qu'acteur culturel de proximité, de proposer des spectacles en faveur de la jeunesse. C'est très important. Donc on essaie de le faire... de mettre en œuvre des actions aussi de médiation en amont et à l'issue des spectacles, et de vraiment proposer que ça puisse s'intégrer en fait dans le cadre de projets pédagogiques. Pour nous, c'est important que les élèves ne viennent pas consommer, ni les profs en fait ne viennent pas consommer du spectacle. C'est pas l'idée, mais l'enjeu premier, c'est que les élèves viennent faire l'expérience d'être spectateurs. C'est déjà énorme, mais qu'ils le fassent en fait de manière à ce qu'il puisse y avoir un intérêt pédagogique. Pour nous, c'est important. Ouais. Enfin, on a les ateliers théâtre aussi qu'on mène avec 2 intervenantes professionnelles qui mènent des ateliers pour les enfants, pour les ados et pour les adultes. Donc ça, c'est tous les lundis soirs. Et ça a lieu à Loches également. Donc soit à l'espace Agnès Sorel, soit au centre Maurice Aquilon. Parce que là, le lieu est trop contraint. Donc
pour les faire travailler sur le corps, sur le mouvement. C'est plus simple en fait de les faire travailler dans des espaces plus grands. Et donc à la fin de l'année, ils sont invités à se produire sur scène. Donc ça, c'est pas rien pour eux. Ouais. C'est un projet important en fait, qu'ils puissent faire l'expérience là pour le coup d'être acteur, d'être comédien sur scène, d'avoir un public, devant un public. Ouais. Axel, regarde-nous, sinon tu joues tout seul. Regarde-nous, montre-nous ton visage. Je suis Claudie Olivier, et moi je suis comédienne de formation, puis je suis devenue metteur en scène et depuis toujours intervenante de théâtre. Attention, tu y crois vraiment, tu dois vraiment voir ta balle, voir ta raquette. C'est parti. Oh bah dommage. Je vais voir le tennis, Eleanor. J'aime bien le théâtre, ça a l'air bien et bon, on dit que j'ai une tête à faire du théâtre. Sinon, c'est parce que j'aime bien. J'aime beaucoup la prof, Claudie. On apprend à être neutre, c'est-à-dire rester tranquille. On apprend à écouter les autres, enfin à s'écouter les uns les autres. C'est le corps qui va ensuite amener un sentiment, une émotion. Et donc, comme c'est pas nous, c'est le corps qui emmène, et ben on se sent libre. C'est pas la tête qui emmène, c'est le corps qui emmène. Et donc on se sent libre. C'est pas le cerveau qui réfléchit. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que le théâtre c'était pour moi. Et aussi, je viens aussi ici pour me faire des amis, pour m'amuser et pas pour ce que les autres vont penser de moi. C'est sûr que le théâtre pour les enfants, ça répond toujours bien parce que c'est une activité assez originale, mine de rien, et qui apporte beaucoup aux enfants. Et les enfants petits en primaire n'ont pas forcément peur du regard au public et ont même souvent envie de s'y frotter. Donc voilà, on a toujours vraiment beaucoup d'inscriptions. On fait des petits exercices avec Claudie, enfin on s'amuse quoi. Quand je fais du théâtre, au moins comme ça, si quand je serai grand, je veux être acteur, pour faire des films par exemple de cascadeurs, le théâtre ça m'aura déjà appris à faire quelques trucs. Mais sur scène, est-ce que c'est moi qui joue ? Bah non, c'est pas moi. C'est mon personnage. Donc ça me dérange pas du tout de parler comme ça. Ça vous dérange, vous ? Non, bah non, moi pas du tout. Allez-y pour voir. On parle tous comme ça un petit peu. Ce qui me comble le plus, c'est de voir qu'on arrive à créer du lien, à rassembler des publics et de voir qu'on le fait collectivement avec toute notre diversité. Et on est tous différents. On est tous différents dans nos pratiques, dans nos compétences, dans notre manière d'appréhender le monde aussi, en fait, dans notre manière de penser. Et de voir que le lieu arrive à rassembler en fait des identités comme ça qui sont plurielles, pour moi c'est une grande réussite effectivement. Et c'est ce qui m'émeut le plus en fait avec ce lieu, de voir à la fin d'un spectacle le regard du public et de voir à travers leurs yeux qu'ils ont apprécié, qu'ils ont passé une bonne soirée ou que ça va les habiter encore un moment, une semaine, un jour, un mois peut-être, une année, que ça va rester gravé. On ne sait pas en fait. On crée des... Je parlais de mémoire tout à l'heure, mais finalement c'est ça, on crée des souvenirs avec ce lieu, et on crée des souvenirs en rassemblant des gens et en étant dans un mouvement collectif, et je trouve ça assez merveilleux de se retrouver dans une salle, d'éteindre la lumière et de voir que la magie opère, voilà. Qu'on arrive à faire battre nos cœurs en même temps, à respirer en même temps, à s'émouvoir en même temps. Voilà, c'est finalement faire corps et faire humanité. C'était Voix du Sud Touraine avec Christopher Lacassagne, un podcast proposé par la communauté de communes Loge Sud Touraine, signé Anne-Claire Bulliard.